Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part, avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la mémorisation. Donc mon but, c'est de vous aider à accompagner vos enfants ou vos élèves pour les aider à mémoriser. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter ce podcast en prenant des notes. Parce qu'il va être assez dense, j'ai plein de choses à vous dire. Donc bon, si vous n'êtes pas en capacité de prendre des notes, vous pourrez toujours le réécouter une deuxième fois. Mais justement, comme on va parler de mémoire, si vous avez envie que toutes ces informations arrivent dans votre mémoire à long terme et que vous puissiez vous en rappeler dans quelques semaines, dans quelques mois, voilà, sans prendre de notes, ça ne sera pas possible. Donc voilà, je vous invite aussi à partager le podcast si jamais tous les contenus que je partage vous plaisent. Voilà, après l'avoir écouté, évidemment, partagez-le, parlez-en autour de vous, faites un commentaire, cliquez sur les étoiles si c'est sur Apple Podcast, ça va vraiment m'aider à soutenir le podcast. Allez, c'est parti, on parle aujourd'hui de la mémoire. Donc, comment aider mon enfant ou mon élève à mémoriser ? Alors déjà j'aurais envie de commencer par le fait qu'on ne peut pas demander à un enfant de mémoriser quelque chose si ça n'a pas de sens pour lui. Pour moi vraiment quelque chose de fondamental, c'est de donner du sens. On peut pas juste dire à l'enfant mémorise parce que tu auras une interrogation et voilà, il faut que tu t'en rappelles. Ça il n'y a pas beaucoup de sens. Par contre, on peut essayer de donner du sens. Je vais prendre un exemple concret. Les terminaisons des verbes, voilà, je prends l'exemple de la conjugaison. À quoi ça sert de mémoriser les terminaisons de l'imparfait, voilà, à quoi ça sert ? Quand on va écrire, on n'aura plus besoin de se poser de questions et ça va devenir automatique, on saura comment écrire je mangeais AIS. Mais ça, si on dit juste à l'enfant, voilà, il faut que tu le mémorises, lui, pour l'instant, il s'en fiche, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, il voit pas l'intérêt de mémoriser ça. Mais c'est en écrivant. Donc, quand l'écrit a du sens et quand on écrit, voilà, des lettres, des textes, et que à chaque fois la conjugaison revient, l'enfant va réaliser, on va l'aider en tout cas à réaliser, qu'on a besoin de savoir écrire. En fait, on ne va pas se poser des questions à chaque fois pour chaque mot, enfin pour chaque verbe. Donc voilà, l'idéal, c'est vraiment de donner du sens. Pour que l'enfant puisse mieux mémoriser, il faut qu'il y ait du sens, que ce ne soit pas juste pour faire plaisir à l'adulte. Un autre préalable, ça serait l'enthousiasme. On peut apprendre plein de choses si on rend l'apprentissage amusant, si on crée des scènes irréelles, mais il faut que ça soit agréable, voilà, que l'enfant s'enthousiaste. André Stern dit tout le temps que l'enthousiasme c'est l'engrais du cerveau, mais voilà, elle est tellement importante cette phrase. Si vous avez déjà écouté mes vidéos sur YouTube, j'en parlais tout le temps, que l'enthousiasme c'est l'engrais du cerveau. Voilà, si l'enfant ne sait pas à quoi ça va lui servir et que ça ne l'intéresse pas, déjà c'est mal parti pour qu'il mémorise. Donc donner du sens, que l'enfant soit enthousiaste et dans des conditions agréables évidemment, parce que le stress, on le sait, bloque nos capacités de mémorisation. Donc dans une classe ou dans une famille où l'adulte est désagréable et puis voilà, ne laisse pas le droit à l'erreur, est très exigeant, bref, si l'enfant est stressé, il ne pourra pas mémoriser. Voilà, ça on le sait. Quand on est dans de bonnes conditions, il n'y a pas besoin de faire d'efforts intenses pour mémoriser. Il y a des efforts à faire, mais ils ne seront pas intenses. Donc voilà pour les 3 préalables. Donc donner du sens, l'enthousiasme et pas de stress. Alors maintenant c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous parler déjà un petit peu de la mémoire, pour vous dire un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je vous apporterai des pistes concrètes pour que vous puissiez aider les enfants à mémoriser.
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on entend souvent dire oh bah moi je suis plus visuelle, oh bah moi je suis plus auditive, enfin voilà, visuel, auditif. Et en fait, ça c'est un neuromythe. Et rien n'a été prouvé par la science. Voilà, c'est pas fondé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 sortes de mémoires différentes, et ça, tout le monde les possède. On ne peut pas être plus l'une, plus l'autre, enfin, voilà. On n'est pas plus visuel ou plus auditif. Par contre, on a tous, à l'intérieur de notre cerveau, les mêmes, voilà, on a tous un cerveau qui fonctionne de la même manière, avec une mémoire de travail et une mémoire à long terme. Donc, je vais utiliser une métaphore, puisque si vous avez écouté le podcast précédent, je crois que c'était dans le dernier, j'en parlais, les métaphores, ça aide vraiment à apprendre, à donner du sens, à comprendre. Donc, vous allez imaginer un tableau noir un peu usé, un vieux tableau noir usé, et dont le tableau s'efface. À peine on a écrit dessus, voilà, on n'arrive pas très bien à lire, ça s'efface assez rapidement. Ou alors, un petit tableau noir tout petit, on peut écrire que quelques petites choses à la craie, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup de place, donc on est obligé un peu d'effacer ce qu'on a déjà écrit pour pouvoir réécrire de nouvelles informations. Oui, c'est plus réaliste, le petit tableau, parce qu'un tableau noir dont le contenu s'efface un peu par magie, c'est moins réaliste. Donc on va partir sur la métaphore du tout petit tableau où on n'a pas beaucoup de place pour écrire. Donc ça serait la mémoire de travail à court terme. Et à l'inverse, vous allez aussi, enfin pas à l'inverse, mais de l'autre côté, vous allez imaginer un grand entrepôt. Donc un entrepôt, immense, avec un emplacement très très vaste. Et ça, c'est la mémoire à long terme. Donc, je pense que c'est assez clair, mais la mémoire de travail à court terme, elle a un volume qui est faible, alors que la mémoire à long terme, elle a un volume important. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette mémoire de travail à court terme, à quoi elle sert. Elle permet en fait de garder des informations dans notre cerveau pour réaliser une tâche qu'on est en train d'effectuer. Donc en fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais on en a besoin tout le temps, il n'y a pas 5 minutes qui passent où on n'a pas besoin de cette mémoire de travail à court terme. Ça va être pour les adultes, vous recevez un coup de téléphone, vous voulez noter le numéro qu'on vous dicte, hop, faut que vous ayez raccroché pour pouvoir écrire le numéro, et ben vous allez garder les nombres dans votre mémoire à court terme. Ça va être vous dictez un texte à un enfant, il en est encore au début de la ligne, et puis il garde en mémoire les mots qui vont arriver ensuite pour terminer sa phrase. Enfin voilà, il y a plein d'exemples. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal que vous essayiez de trouver des exemples de moments où les enfants, ou même vous, les adultes, vous utilisez votre mémoire de travail. Voilà, là je vous en ai déjà donné 2. Essayez d'en trouver un et de le mettre dans les commentaires, ça pourrait être vraiment, ça pourrait vous permettre de vous en rappeler. Enfin, pas de vous en rappeler, mais c'est un bon exercice. Donc, dans cette mémoire de travail à court terme, là, vous écrivez des infos sur votre petit tableau, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de place, donc vous allez être obligé d'effacer régulièrement. Et parce qu'après il y a de nouvelles infos qui vont arriver, que vous allez vouloir écrire, et voilà, et on est obligé d'effacer. En fait, les infos, elles vont s'effacer régulièrement pour laisser de la place aux autres. En général, on peut retenir entre 4 et 5 éléments dans cette mémoire de travail à court terme. Ça peut être un tout petit peu moins, un tout petit peu plus, voilà, mais en tout cas, ça peut pas être beaucoup plus. Enfin, pour tous les humains, c'est 3, 4, maximum 7, mais ça peut pas être 25 ou 50, c'est pas possible. Parce qu'il y a pas, le volume il est faible. Donc voilà pour la mémoire de travail à court terme. Et le but en fait quand on apprend, ça va être de faire passer les infos de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme pour pouvoir s'en rappeler sur le long terme, dans quelques semaines, dans quelques mois, même voire quelques années. Quand on apprend une nouvelle chose, il va y avoir de nouvelles connexions qui vont se créer dans le cerveau. Et donc des neurones qui vont se lier entre eux, mais pour que cette connexion elle soit stable et durable, il va falloir la renforcer. Et donc va falloir renforcer les connexions neuronales pour que les neurones se lient entre eux, et ça va se faire avec la répétition, à force d'usage répété. On peut imaginer un 4x4 qui roule dans la jungle, imaginons. Et il n'y a pas de chemin, évidemment, il y a de la végétation partout. Et donc la première fois qu'il va passer, ça va être difficile. Il va essayer de se faire son chemin. Si il repasse 1 mois plus tard, il y aura de nouvelles branches sur le chemin, mais voilà, il va pouvoir encore passer. Et s'il passe régulièrement, la végétation n'aura pas le temps de repousser.
et le 4x4 va pouvoir passer et le chemin il va être tracé. Et ben voilà, c'est un peu je veux faire la comparaison avec les connexions dans le cerveau. Si on passe plusieurs fois au même endroit, ben le chemin il sera tout tracé. Et nous les adultes, il y a plein de choses qui sont dans notre mémoire à long terme. Et le piège en fait, c'est d'oublier que les enfants, eux, ont beaucoup moins de choses dans leur mémoire à long terme que nous. Donc le risque en fait, c'est la surcharge cognitive. Donc si on leur donne plein d'infos et que ces infos elles vont être écrites elles vont être dans leur mémoire de travail à court terme, écrites sur le petit tableau. Mais si on leur en donne trop, il y a plus la place. Donc là on risque de mettre l'enfant en surcharge cognitive. Ça veut dire que il ne peut plus, c'est trop pour lui quoi, ça surcharge. Et le piège en tant qu'adulte, c'est que nous on a déjà plein de choses qui sont dans notre mémoire à long terme, comme je viens de le dire. Donc on peut oublier le fait que lui l'enfant, il n'a pas les mêmes capacités que nous forcément. Il n'a pas autant d'informations qui sont rangées dans sa mémoire à long terme. Donc faut faire attention de ne pas mettre l'enfant en surcharge cognitive. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire là par rapport aux connexions, là, les nouvelles connexions, le 4x4 qui passe dans la jungle, c'est que en fait quand on commence à apprendre quelque chose de nouveau, la forme de la trace mnésique, elle est là, mais elle est encore faible. Donc il va falloir s'entraîner pour approfondir ce tracé neuronal. Voilà, en gros, il faut que le 4x4 passe plusieurs fois sur le même chemin dans la jungle pour pouvoir passer. Et j'aime bien utiliser la comparaison aussi des fondations d'une maison, parce que c'est une bonne comparaison ça, parce qu'on sait qu'un maçon, en fait, s'il veut construire un mur solide, eh ben, il peut pas le faire en une seule journée, c'est pas possible, parce qu'il va monter son mur quelques rangées à la fois, il va laisser son œuvre sécher, hein, donc ça sera le sommeil, on en parlera après. Et après, voilà, chaque jour, il va pouvoir monter son mur au fur et à mesure en laissant le ciment sécher à chaque fois. Et donc, s'il veut finir son mur à temps, il va falloir qu'il commence tôt. Et du coup, pour que le ciment sèche, on pourrait faire la comparaison du ciment qui sèche, c'est la même chose que le temps qui est donné aux connexions synaptiques pour se former. Donc, apprendre de nouvelles choses, ça demande du temps, un petit peu d'effort, mais surtout la répétition espacée. Donc c'est pour laisser le temps aux connexions de se former. Voilà, comme ce maçon qui doit laisser le temps au ciment de sécher pour son mur, et voilà, nous les adultes, quand on apprend quelque chose, on doit laisser le temps aux connexions synaptiques de se former. Et la consolidation, ça prend du temps. Mais si on veut que la base soit solide, que les fondations de la maison soient solides, ce temps-là est nécessaire. Donc le temps et le sommeil. Voilà, c'est vraiment les deux choses qui sont importantes. Donc je vais vous parler de répétition espacée maintenant et de sommeil. Donc en fait voilà, avoir un bon sommeil, un nombre d'heures de sommeil suffisant, c'est indispensable et pour les adultes et pour les enfants, parce que le cerveau en fait va mettre de l'ordre quand on dort. Et voilà, le cerveau la nuit va repasser plusieurs fois sur les motifs d'activation neuronale afin de les stabiliser et de les renforcer. Donc en plus de la journée, quand on est réveillé, on a des toxines dans le cerveau, et la nuit, le cerveau va se débarrasser de ses poisons, et voilà, donc le sommeil évidemment fait partie, pour pouvoir mémoriser, il faut un bon sommeil, ça c'est vraiment un élément indispensable. Et donc je voulais aussi vous parler de la répétition espacée. Donc évidemment, on va avoir besoin de revenir plusieurs fois sur le même apprentissage pour que l'enfant puisse le mémoriser. Hein. Le processus de mémorisation, en fait, c'est on capte de nouvelles infos, l'encodage, on les fait passer dans la mémoire à long terme, le stockage. Et il y a le rappel aussi dans le processus de mémorisation, parce qu'il faut justement les envoyer dans la mémoire à long terme. Et pour les envoyer dans la mémoire à long terme, c'est juste en répétant qu'on va y arriver. Bon allez, je vous donne un exemple concret, parce que c'est quand même un peu théorique et je voudrais être sûre de ne pas vous perdre. Donc, j'ai décidé d'améliorer mon anglais. Voilà, j'avais appris à parler anglais au collège, au lycée, donc ça fait un petit moment. Et j'ai vraiment envie de pouvoir maîtriser l'anglais. Donc, j'ai testé une nouvelle méthode, justement, de répétition espacée. Enfin, il y a deux méthodes en une. C'est le fait de se tester et de le faire de manière régulière. Donc, à chaque fois que j'entends un nouveau mot en anglais, que je ne connaissais pas, je l'écris sur une petite étiquette
en français d'un côté, en anglais de l'autre. Et donc en ce moment, je regarde pas mal de vidéos ou je fais une formation aussi en anglais. Et du coup, mon petit paquet d'étiquettes sur mon bureau commence un peu à augmenter. Et ce que je fais, en général, j'écris une dizaine de mots par jour, pas plus quand même. Et je me teste régulièrement. Ça veut dire que chaque jour, je vais prendre mes mots, donc le mot en français, et je vais essayer de me rappeler comment on dit en anglais. Et alors, il y a 2 solutions, soit je me rappelle, soit je me rappelle pas. Si je me rappelle, je vais le mettre à gauche, l'étiquette à gauche. Si je me rappelle pas, je vais poser l'étiquette à droite. Et puis après, vous vous doutez, une fois que j'ai terminé mon petit paquet d'étiquettes, je vais reprendre les étiquettes que j'avais posées à droite sur le bureau pour les réapprendre jusqu'à ce qu'elles soient toutes passées à gauche. Voilà, le but c'est que je m'entraîne pendant 5 minutes pour vraiment les mémoriser. Et ça, j'en avais entendu parler depuis longtemps, que cette méthode-là, elle était vraiment efficace pour mémoriser, mais j'en revenais pas. Il y avait des mots en anglais hyper compliqués que j'avais jamais entendus avant. Et en une journée, en 2 fois, j'ai dû le faire 2 fois, j'ai dû me tester 2 fois. Là, j'ai mon petit tas sur le bureau. Et je m'en rappelle, mais vraiment, c'est impressionnant. Parce que c'est vrai, quand on est adulte, on n'a plus vraiment d'occasion où on doit mémoriser quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se remettre dans la posture de l'enfant qui, lui, à l'école, doit mémoriser plein de choses. Et je savais que le fait de se tester et de manière régulière, ça avait un impact positif. Mais là, je l'ai vraiment vécu. Et je vous invite d'ailleurs à faire la même chose. Alors, pas forcément avec des mots d'anglais, mais voilà, avec un sujet qui vous intéresse et quelque chose que vous aimeriez mémoriser. Parce que si vous vous remettez dans cette posture, vous allez mieux on comprend comment ça se passe pour mémoriser, mieux on sera à même d'accompagner les enfants, je trouve. Donc voilà, cette méthode fonctionne vraiment bien et ça va me permettre de faire passer ces mots de ma mémoire de travail à court terme à ma mémoire à long terme. Et là, en 2 semaines, j'ai déjà une centaine de mots, peut-être 3 semaines. En 3 semaines, j'ai déjà une centaine de mots et que je retiens. Donc voilà, vraiment ça fonctionne. Et j'utilise aussi cette méthode avec mes filles en ce moment, pendant le confinement. Donc je leur lis une histoire, j'ai trouvé des petits romans en anglais, il y a un chapitre en français, un chapitre en anglais, et ainsi de suite. Et donc voilà, je leur lis ces petites histoires qui sont vraiment, vraiment sympas. Et à chaque fois qu'il y a un mot qu'elles connaissent pas, pareil, elles ont leurs petites étiquettes, on les écrit dessus, et elles mémorisent vraiment super, super vite. Donc c'est marrant parce qu'au début, on va avoir besoin de se tester tous les jours ou tous les 2-3 jours. Et après, paf, à un moment, on sent que le mot, il est parti dans la mémoire à long terme. Alors, à mon avis, il faut quand même, même si ils y sont là pour l'instant, il faut peut-être se retester quand même dans 1 mois, dans 6 mois, pour vraiment être sûr qu'ils y soient bien. Mais voilà, vraiment, ça fonctionne. Et puis donc voilà, cette répétition, elle est vraiment importante. Et le fait d'écrire à la main aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Le fait d'écrire à la main, ça va faciliter l'encodage profond. Le fait d'écrire sur un clavier d'ordinateur, ça n'a pas le même effet que le fait d'écrire à la main. Donc voilà, on va répéter, donc en écrivant, ce dont on veut se souvenir, et on va augmenter progressivement l'intervalle entre 2 répétitions. Voilà, au fur et à mesure que ça s'intègre dans notre mémoire. Donc, cette méthode-là, je vous l'ai dit pour les mots de vocabulaire en anglais, mais ça peut être utilisé dans plein d'autres situations. Pour les tables de multiplication, par exemple. Si on veut qu'un enfant mémorise ses tables, alors n'oubliez pas, il faut donner du sens avant. On va pas juste... on va donner du sens et que l'enfant soit enthousiaste. Donc en lui disant... ça c'est vraiment indispensable de donner du sens et que l'enfant ne voit pas juste ça comme l'adulte veut que je mémorise. Non. Donc là, donner du sens concrètement pour les tables de multiplication, ça va être, tu vois, je suis allée en course, j'ai acheté 3 chocolats de Pâques, 3 œufs. C'était 2 euros l'œuf. D'un seul coup dans ma tête, je savais que j'allais dépenser 6 euros. J'allais dépenser 6 euros. Donc voilà, en fait, c'est faire prendre conscience à l'enfant que quand on est adulte, on est sans arrêt en train de multiplier des choses. Voilà. Dans des multiplications simples, évidemment. Si c'est plus grand, on va utiliser la calculatrice ou le téléphone. Mais des petites multiplications comme ça, on a vraiment besoin on en a besoin dans le quotidien. Donc c'est vraiment leur faire prendre conscience de ça avant de leur fournir cette méthode pour qu'ils se testent. Donc je vous ai donné l'exemple des mots de vocabulaire en anglais, des conjugaisons, des tables de multiplication, mais ça pourrait être pareil avec des dates en histoire, des capitales en géographie, il y a plein
Dans plein de situations, on peut utiliser cette méthode. Je ne vais pas donner de nom d'ailleurs. Souvent on appelle ça flashcard parce que voilà, en anglais, ouais, on peut appeler cette méthode comme ça. C'est bien aussi des fois de lui donner un nom. Donc oui, la dernière chose que je voulais rajouter sur ce sujet, c'est quand un enfant a un examen à passer, enfin un adolescent voilà, ou un adulte a un examen à passer, apprendre à la dernière minute, c'est vraiment pas une bonne idée parce que du coup, si on apprend à la dernière minute, on aura des mauvaises fondations, elles seront pas solides et on n'aura pas laissé le temps au cerveau on se sera pas donné le temps pour cette répétition espacée. Donc voilà, apprendre à la dernière minute, c'est vraiment pas une bonne idée, parce qu'en plus ça veut dire que, c'est ce que je faisais beaucoup au collège, parce que j'avais pas conscience de tout ça malheureusement, et voilà, j'apprenais au dernier moment pour recracher la leçon, avoir une bonne note, et puis paf, quelques jours après, forcément je me rappelais plus. Donc j'ai des grosses lacunes en histoire par exemple, bon déjà parce que ça m'intéressait pas, donc là j'étais pas du tout enthousiaste, et puis parce que du coup je travaillais pas à l'avance en fait, j'apprenais à la dernière minute, juste pour avoir une bonne note, et c'était tout. Puis je donnais pas de sens non plus à tout ça. Donc voilà, apprendre à la dernière minute, c'est vraiment une mauvaise idée. Si on veut avoir des fondations solides, en tout cas, c'est une mauvaise idée. Donc voilà, là je vous ai déjà dit pas mal de choses. J'avais peut-être une dernière petite chose à vous partager. J'espère que je vous ai pas donné trop d'informations, parce que là ça fait vraiment beaucoup. J'espère que vous avez écrit. Je vous ai vraiment rempli votre petit tableau noir là. Il n'y a plus de place, ça c'est sûr. Donc j'espère que vous avez pris des notes. Bon, l'avantage c'est que vous pouvez réécouter le podcast une deuxième fois. Et je voulais vous parler ici d'une dernière chose, c'est la méthode des lieux. Alors on entend deux noms différents cette fois-ci. C'est la méthode des lieux ou le palais de la mémoire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça, c'est utile quand on veut mémoriser une liste. Donc une liste de mots qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc je pense à une liste de courses par exemple. L'autre jour, nous on fait la liste de courses sur le téléphone, mais on était à table et on s'est dit en quelques secondes, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 produits qui allaient nous manquer. Et puis on était à table, donc j'avais pas envie de me lever pour prendre mon téléphone et noter tout de suite. Mais ça, à chaque fois que je fais ça en me disant je noterai plus tard, ça, à coup sûr, je l'ai déjà vécu plusieurs fois, et vous aussi j'imagine, je ne m'en rappelle pas. Donc mince, qu'est-ce qu'on avait dit quand on allait marquer sur la liste de courses, on s'en rappelle plus. Et donc la méthode des lieux ou du palais de la mémoire, elle a, dans ce cas de figure, elle va être très très utile. Et vous allez peut-être me rétorquer, mais pourquoi tu t'es pas levé écrire sur ton téléphone plutôt que de faire l'effort de mémoriser ? C'est qu'en fait, je trouve ça super important de continuer à mémoriser des choses, à les garder en souvenir pour garder un... On peut pas juste pour moi, c'est important en fait de continuer à mémoriser. On peut pas juste compter sur la technologie, voilà, pour se rappeler de tout. Et c'est vraiment important de faire cet effort de mémorisation. Et je crois même avoir lu que ça protège des maladies style Alzheimer et tout ça. Donc bon, bref, moi je ne voulais pas de toute façon me lever pour toucher mon téléphone alors qu'on était à table. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc les 3 produits qui me manquaient, c'était de la lessive, des yaourts et du papier toilette. Donc je me suis dit, donc je vous parle de la méthode des lieux pour vous expliquer comment j'ai fait pour m'en rappeler. En fait, la méthode des lieux, c'est l'idéal, c'est de penser à sa maison, parce que notre maison, notre appartement, c'est voilà, l'endroit où on vit, c'est un endroit qu'on connaît par cœur. Si on ferme les yeux, on peut visualiser l'entrée, la cuisine, le salon, la salle à manger, le couloir, la chambre, la salle de bain, les toilettes. En fermant les yeux, on peut vraiment imaginer chaque recoin de notre maison. Et on va associer un élément de la liste, donc moi par exemple là j'en avais que 3, lessive, yaourt, papier toilette. On va associer chaque élément de la liste à un lieu différent, enfin une partie de la maison différente. Donc je me rappelle, pourtant c'était il y a au moins 15 jours, mais vous voyez je me rappelle encore, j'avais imaginé en fait qu'il y avait plein de yaourts, je citerai pas la marque, mais je voulais acheter une marque précise de yaourt, et j'avais imaginé qu'il y avait plein de yaourts sur ma table basse, mais j'en avais pas imaginé un seul en fait. J'avais utilisé mon imagination, et j'avais imaginé la table basse remplie de yaourts, et tellement remplie que du coup il y en avait partout, qu'il fallait essuyer avec du papier toilette pour nettoyer, et que les habits qui étaient restés par terre à côté de la table basse et sur le canapé étaient tout tachés, et du coup il fallait de la lessive pour les acheter.
Donc vous voyez, en plus là je suis allée encore même plus loin, je me suis fait une histoire. Mais le fait de s'imaginer une histoire comme ça, en fait, ça aide à mémoriser. Ça aide beaucoup à mémoriser. Après j'aurais pu juste me limiter à imaginer les yaourts sur la table basse, la lessive dans le couloir et le papier toilette dans les toilettes. Voilà, j'aurais pu faire simplement ça, mais là j'ai pas juste utilisé la méthode des lieux, ou du palais de la mémoire, j'ai aussi utilisé l'imagination, qui est une des 3 clés de la mémoire. Mais voilà, le fait d'avoir fait ça, mais c'est fou parce que ça fait 15 jours et je me rappelle encore. Donc je vous invite à le tester. Voilà, dans un cadre, pas forcément là tout de suite, mais quand vous en aurez besoin. Voilà, si vous êtes dans le même cas de figure que moi et que vous faites votre liste de courses sur le téléphone, puis que des fois vous vous dites oh, mince, mais il faudrait que je rajoute ça, ça, ça et ça. Et ben voilà, je vous invite à le tester. Donc une chose dans un endroit où ça peut être la table, le canapé, enfin voilà, mais en tout cas vous visualisez bien votre maison. Et donc oui, je vous ai dit que l'imagination c'était une des 3 clés de la mémoire. Les 2 autres, alors la deuxième, je vous l'ai déjà dit, c'est la répétition. C'est le fait de réactiver les connaissances, voilà, d'avoir des révisions espacées. Et la 3e, c'est l'association. En fait, le cerveau, il est sans arrêt en train de faire des allers-retours entre le connu et l'inconnu. Donc, voilà les 3 clés de la mémoire. Association, imagination et répétition. Une dernière chose, promis cette fois-ci c'est la dernière, une dernière chose dont je voulais vous parler, c'était alors il y a des personnes qui participent au championnat du monde de mémorisation, enfin voilà, pour prouver en fait, en tout cas dans ces championnats on voit qu'ils arrivent à retenir une tonne d'informations. Et là, le dernier que j'avais vu, je me rappelle même plus de son nom, il s'était amusé à retenir tous les chiffres qu'il y avait dans le nombre pi, 3,14. Vous savez, c'est pas 3,14 pile, il y a plein d'autres nombres derrière. Et il s'était amusé à retenir tous les nombres. Et comme retenir un nombre, c'est abstrait en fait, voilà, les nombres, c'est vraiment abstrait. C'est difficile à mémoriser, on ne peut pas imaginer des nombres, voilà, c'est pas pareil qu'avec des mots. Du coup, il avait remplacé les chiffres par des lettres, donc en fait, il s'était fait un code. Et après, voilà, avec ce code, ça lui permettait de mémoriser tous les nombres après pi. Alors bon, là, je vois... Bon, à part si on veut participer au championnat du monde, sinon je vois pas trop l'intérêt. Mais ce qui est important de retenir, c'est que voilà, les nombres vont être vraiment plus difficiles à retenir parce que c'est beaucoup plus abstrait. Et quand c'est abstrait, plus c'est abstrait, plus il faut s'exercer. Ça veut dire qu'il va falloir renforcer les connexions par la pratique. Et je repense aux mathématiques, donc voilà, les nombres, les maths c'est très abstrait. Donc Maria Montessori avait tout compris en fabriquant du matériel très concret et pour passer d'un matériel à l'autre avec une seule nouvelle difficulté à chaque fois, une seule nouveauté, du coup, comme c'est concret, voilà, elle permettait comme c'est abstrait, pardon, on va passer d'un matériel à l'autre et renforcer les connexions par la pratique. Si je vous dis une vache, voilà, vous imaginez, vous voyez une vache devant vous, c'est concret. Par contre, un enfant, si on lui dit 4327, selon son âge, ça va pas être concret du tout. Les maths, c'est vraiment abstrait. Donc, ça va être vraiment important d'utiliser du matériel concret pour renforcer les connexions. Bon, là, je suis en train de dévier, mais je voulais quand même vous le dire. Donc, je vérifie. J'ai plein de notes devant moi. Je vérifie pour voir si j'ai rien oublié. Mais je pense que là, je vous ai donné pas mal d'informations. Moi, ce que je fais quand j'écoute des podcasts, des vidéos, des formations, je fais des cartes mentales. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais voilà, j'aime pas prendre des notes de manière linéaire. Je mets mon sujet au milieu de la feuille, et puis chaque branche va représenter une idée. Donc je change de couleur pour chaque branche. Alors souvent, je le fais au brouillon, pour la première écoute, parce que je sais pas combien de branches j'aurai, comment organiser les informations. Donc c'est pas grave, la première carte mentale, je la fais au brouillon. Et puis après, une fois que j'ai fini, je sais vraiment je connais, je vois où je vais, et je la refais en couleur, au propre, pour qu'elle soit belle. Parce qu'une carte mentale faite sur un brouillon, sur un papier tout moche, toutes de la même couleur, on n'a pas envie d'y revenir, ça c'est sûr. Alors qu'une belle carte mentale faite, qui est au propre, en couleur, on va avoir envie d'y revenir plusieurs fois. Et si on y revient plusieurs fois,
et ben voilà, répétition espacée, ça va vous permettre de mémoriser toutes ces infos. Donc à chaque fois qu'on veut apprendre quelque chose, voilà, je vous le conseille vraiment quand vous écoutez des vidéos, des podcasts, des formations, parce que le but c'est pas juste d'écouter et puis de plus s'en rappeler. Si vous prenez du temps pour l'écouter et que le sujet vous intéresse, bah vous avez envie de le mémoriser. Donc voilà, la carte mentale c'est vraiment un bon outil. Et si vous vous en avez fait une ou si vous avez envie de réécouter ce podcast et d'en faire une, bah, je serais ravie. Si vous avez envie de la prendre en photo et de la partager dans les commentaires, ça serait vraiment génial. Ça permettrait de voir toutes vos cartes mentales. Je me fais pas trop d'illusions parce que déjà faire un commentaire, j'en ai pas beaucoup. Je pense que vous êtes nombreux quand même à écouter les podcasts, mais j'ai pas beaucoup de commentaires. Donc la carte mentale, je vais pas me faire trop d'illusions, mais en tout cas, si vous n'avez pas envie de la partager dans les commentaires, faites-la au moins pour vous, parce que ça peut vraiment, vraiment vous aider à mémoriser. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris plein de choses et surtout que vous allez les retenir. Je vous dis à vendredi prochain. Et n'oubliez pas les commentaires, ça peut pour soutenir le podcast. À vendredi prochain.